Ah, vous m'en voudrez pas, mais je vais m'installer correctement pour voir la vidéo. D'ailleurs, avant de la lancer, je vais vous parler un peu du sponsor du jour, les matelas Emma. C'est pour ça que j'ai un matelas là, ouais, complètement. Emma, c'est une marque de literie experte du sommeil qui s'est faite connaître principalement avec un objectif, fournir des matelas durables, efficaces, accessibles pour changer votre expérience du sommeil. Alors je vais pas vous mentir, moi j'ai un sommeil épouvantable depuis mon enfance, donc j'y croyais pas vraiment, mais j'ai jamais aussi bien dormi depuis que j'utilise ces matelas. Ici c'est le modèle original, tout simplement le plus vendu en France en 2020 et 2021. Autant vous dire qu'il n'y a pas que moi qui soit convaincu. Plus de 40 récompenses reçues dans le monde, des milliers de commentaires positifs. Vous pouvez dire au revoir au mal de dos, vraiment c'est un régal. En plus vous avez 100 nuits pour l'essayer et le renvoyer très facilement si ça ne vous plaît pas. Avouez que c'est quand même idéal. Et comme ils ont plein de choses pour améliorer votre sommeil, moi je me suis aussi laissé tenter par la couette 3 en 1. Elle est adaptable et combinable selon la saison. Comme je devais en changer, c'est parfait. Oui, je suis le genre de personne à aimer les couettes en été, ne me bougez pas. J'aime ma couette. Malheureusement, elle n'a qu'un seul défaut, la couette ne se met toujours pas toute seule dans la housse. J'ai aussi pris des oreillers parce qu'on en a jamais assez. Et celui-là a un petit effet de nuage, c'est un peu désagréable. J'aime les oreillers. D'ailleurs, si vous n'avez jamais essayé ce mémoire de forme, ça pourrait bien changer votre vie comme ça a changé la mienne. Bref, comme d'habitude, je vous mets un lien en description et avec le code HISTOIRE, vous avez moins 10% sur toute la boutique en ligne. Comme c'est cumulable avec les grosses soldes en ce moment, ça fait de vraies bonnes affaires. Pour une marque de literie ultra primée qui en plus vous permet de tester sans frais et sans risque, avouez que dans ces conditions-là, ça vaut le coup de se donner la chance de mieux dormir. Bon, cela dit, expert du sommeil ou pas, ne vous endormez pas au milieu de la nouvelle vidéo. On va parler des armes étonnantes de la guerre de siège comme la faisait D'Artagnan, et je peux vous garantir que les gars, ils étaient pas là pour enfiler des housses de couette. Bonjour Dominique. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo d'armes un peu intéressantes, d'objets un peu intéressants qui sont ici au musée de l'armée. Tu es chargé de collection ici? Oui, je m'occupe des collections qui vont de 1600 à 1792. D'accord. Donc la dernière partie de l'Ancien Régime. Et là, tu nous as préparé une petite sélection de la guerre de siège au XVIIe siècle qui, on va le voir, en fait, a beaucoup de liens avec la guerre de tranchées, au moins le début de la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale qu'on a vu dans la vidéo précédente. Tout à fait. Et on va voir que des techniques qui avaient été oubliées depuis l'Ancien Régime vont réapparaître au début du XXe siècle. Eh bien super. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots déjà qu'est-ce que c'est? Alors la guerre de siège, c'est une des formes de combat qui prédomine à la fin du XVIIe siècle, qui vise à prendre les places fortes comme point de fixation, parce que la place forte est une place stratégique. C'est là où on conserve du matériel, des munitions, de la nourriture. C'est un endroit à partir duquel peuvent attaquer et rayonner des troupes qui font garnison. Par conséquent, dans le nord de la France, qui est une zone très peu montagneuse, très plate, comme il y a peu d'obstacles à la progression des armées, c'est un endroit par lequel les ennemis espagnols ou autrichiens peuvent menacer le nord de la France, voire même jusqu'à Paris. Et c'est la raison pour laquelle cet endroit-là est truffé au XVIIe siècle de places fortes, qui est important de prendre pour pouvoir assurer la sécurité de la frontière nord-est. Dans ce contexte de guerre de siège, vont se développer des méthodes de combat qui font appel à des outils qu'on n'utilisera pas forcément sur un champ de bataille. Donc des objets un peu hétéroclites, avec des pièces souvent hors normes, dans les dimensions et dans le poids. Ça tombe bien que tu me lances là-dessus, parce que sur la table que tu m'as préparée, il y a... c'est assez évident, j'ai du mal à le prendre. Il y a cet énorme fusil. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, parce que vraiment, ça pose question, on a vu la taille. Ça, c'est un fusil de rempart. Ouais. Alors, les fusils d'infanterie tirent à une certaine distance, qui ne va pas extrêmement loin, d'autant plus qu'ils sont très peu précis. Néanmoins, dans une guerre de siège, il y a des points d'attaque, des points de défense qui sont connus, repérés, et qui sont l'objet de l'intérêt donc des troupes d'assaut ou des troupes de défense. Ce sont les batteries, ce sont les têtes de sape, où les soldats peuvent être assez exposés, et pour cette raison, on utilise des fusils surdimensionnés, avec des canons très lourds, qui peuvent tirer des charges de poudre plus conséquentes, et de ce fait, on peut tirer plus loin et plus précisément.
Le problème, c'est que ces fusils sont extrêmement lourds. Celui-ci mesure 2,61 m, il pèse 18 kg. Donc voilà, ce ne sont pas des fusils que l'on peut utiliser sur le champ de bataille. Et il y en a un encore plus grand en plus de ça dans les collections là-haut qu'on n'a pas pu descendre jusqu'ici. Non, ouais, c'est un peu une des célébrités de la collection. Il mesure 3,71 m. Et disons que c'est un personnage qu'on déplace avec beaucoup de déférence. Et assez rarement parce que c'est extrêmement compliqué rien que de le sortir de la vitrine. Ouais. Et il a une particularité, c'est que sur la platine est marqué Magasin Royal. Ah oui. Le Magasin Royal, c'était le magasin d'armement qui était installé à côté de la Bastille, à Paris, et qui centralisait les commandes d'armement pour toute l'armée française pour les redistribuer dans les troupes. Une espèce d'entreprise qui avait été mise en place par l'État pour pouvoir centraliser les achats et donc avoir des armements à moindre coût. On peut considérer que c'est un des premiers fusils de précision des guerres européennes, en dehors de l'arbalète quand même. Fusil de précision, peut-être pas, Ouais. parce que déjà au XVIe siècle, on avait inventé les carabines. D'accord. Donc les fusils à canon rayé qui peuvent tirer assez précisément, mais qui sont difficiles à utiliser parce qu'il faut enfoncer la balle dans le canon à coup de maillet. D'accord. Mais c'est quand même, oui, une arme, un fusil pour le tir désigné, disons. D'accord. Le soldat d'infanterie sur le champ de bataille ne va pas tirer sur un ennemi, il va tirer sur une zone. Il va offrir à l'ennemi un mur de plomb. Là, on choisit l'endroit où on va tirer. Il y en a eu beaucoup des comme ça. Oui, il y a eu beaucoup de fusils. Le problème, c'est que ces fusils, au XVIIIe siècle, ils sont de moindre importance. Il y en a beaucoup dans les magasins des places. Mais au bout d'un moment, comme on les utilise moins, ils commencent à rouiller, ils commencent à se détériorer. Au moment de la guerre de 7 ans, tous les vieux fusils, on les récupère, on les radouble, comme on dit à l'époque, donc on les rapetasse pour former les équipages de siège qui vont partir en Allemagne. D'accord. Donc à ce moment-là, une grande partie de ce type d'arme va être soit cannibalisée pour en faire d'autres. Et dans les années 1770, là où à ce moment-là où la guerre de siège est complètement passée d'actualité, on va commencer à prendre toutes ces vieilles armes qui ne servent plus et à les passer à la fonderie pour récupérer le métal. Et à la Révolution, on vend ce qui reste dans les magasins pour récupérer de l'argent. D'accord. Et là, à ce moment-là, la plupart de ces choses disparaissent. Mais il en reste quand même un certain nombre parce que c'est quand même un objet assez impressionnant et ça a été gardé des fois dans certaines collections. On en retrouve de temps en temps. Tu évoquais le fait qu'à l'époque, la guerre, les fusils, c'est un mur de plomb. On évoque le fait qu'il y ait des fusils qui fassent des cibles désignées. Finalement, sur une guerre de siège, tu m'as sorti ce casque qui est extrêmement lourd, qui est la même logique un petit peu des casques Première Guerre qu'on a déjà vu dans cette émission, où l'idée, ça va être de faire des protections très lourdes pour se protéger. Oui, c'est-à-dire que... Il est vraiment très lourd. C'est un casque de sapeur, donc le sapeur, c'est le soldat qui est chargé de creuser les tranchées. Quand on assiège une citadelle, il y a un glacis qui est devant le rempart, qui est en pente douce pour dévier les boulets de canon et pour faire un espace libre devant la citadelle sur lequel le soldat ennemi ne peut pas avancer sans être exposé. Donc, pour avancer, approcher de la citadelle, on va creuser des tranchées. Seulement, le premier soldat qui va creuser la tranchée, il est totalement exposé. Ouais. Ce qui fait qu'on lui donne généralement un mantelet. C'est-à-dire que c'est une espèce d'énorme bouclier en bois monté sur roue qui peut avancer au fur et à mesure de ses travaux. Et on lui donne une cuirasse et un pot en tête, qu'on a ici, pour se protéger. Parce qu'évidemment, pour les défenseurs, c'est une cible privilégiée. Ça fait quel poids, ça ? Celui-là, il fait 7 kilos, je crois. D'accord, ce qui est... Même, enfin... On imagine souvent que les casques médiévaux sont très très lourds, mais c'est beaucoup moins lourd que ça. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'était beaucoup porté ? Est-ce que c'était vraiment efficace ? Ça arrêtait vraiment les trucs Alors l'efficacité, on en a une idée ici, puisqu'on a un coup. Ouais. Sachant que ces coups, ces impacts, ils sont souvent volontaires. Ouais. Parce que pour être sûr de l'efficacité de la protection, on tire un coup d'épreuve. Une balle d'épreuve, ouais. C'est quelque chose qui peut arrêter une balle, mais c'est quelque chose aussi qui est impossible de porter sur un champ de bataille. Donc c'est vraiment pour des soldats qui sont postés. Ça devait secouer un peu quand même. Surtout avec un casque de 7 kg qui déjà, je
pense que Et pour les celui-là, c'est pas le pire, cervicales, on en a un de 9. Ah oui, pourquoi pas. Une jolie barbute avec un masque Ouais. facial qui fait bien, lui, ses 6 mm d'épaisseur. D'accord, ah ouais, ça doit être... Bon, après, c'est pour survivre, donc on peut comprendre l'envie, quoi. Oui. Après, à l'époque, à la fin du XVIIe siècle, l'envie de survivre, on n'a pas forcément le même rapport à l'héroïsme et à l'instinct de préservation. Donc, il est de bon ton pour certains, notamment les officiers, d'aller un peu cabrioler devant les tranchées pour montrer qu'on ne craint pas la mort. C'est ce qui va causer la mort de D'Artagnan au siège de Maastricht. Et donc, les officiers, les ingénieurs sont obligés de porter la cuirasse et le pontet quand ils sont à la tranchée, mais il y a aussi beaucoup de règlements qui leur rappellent. Donc, D'accord. ça veut dire que finalement, Faites-le. s'il vous plaît. Là, tu as un très bel objet que tu m'as sorti. C'est... Ouais, c'est... C'est un fusil lance-grenade. Voilà, c'est... Oui, c'est le bel objet. Hein, c'est le bel objet. C'est un bel objet. Ah non, parce que... Alors, Effectivement, il est très long. petite surprise supplémentaire, Surprise sous la table. Oh, une petite version. une version courte. Ah, celle-ci est moins lourde, hein, je vais pas vous mentir. Et la maison de recul devant le sacrifice, on a aussi les munitions. Oh, merveilleux. Je vais te laisser reprendre ta place. On est sur du fusil lance-grenade de plus ou moins grande taille. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi l'utilité? C'est quoi la portée? Alors, etc. Raconte-nous tout. On a vu qu'on approche de la citadelle, de la forteresse, en creusant des tranchées pour ne pas être exposé aux tirs. Et à un moment, quand on va arriver au bout du talus, on va tomber sur ce qu'on appelle le chemin couvert. C'est une espèce de tranchée maçonnée qui borde le talus et derrière lequel se retranchent les défenseurs. Et il y a un moment, donc, on se retrouve à proximité de ce chemin couvert auquel on ne peut pas donner l'assaut, parce que sinon, on est exposé aux tirs de la forteresse. Et donc, il faut quand même en déloger les défenseurs. Et à ce moment-là, généralement, ça se règle à coups de grenade. Et quand on regarde dans les archives le contenu de tous les attirails de siège, il comporte des dizaines de milliers de grenades. D'accord. Ah oui. Alors qu'on a l'impression quand même, de manière un peu innée, que la grenade, c'est une invention relativement récente. En réalité, ça existe depuis le Moyen-Âge. Et au XVIIe siècle, c'est très utilisé déjà. C'est très utilisé, surtout dans la guerre de siège. À partir de 1667, on commence à avoir des grenadiers d'infanterie, donc des soldats qui sont chargés d'évoluer entre les lignes ennemies durant la bataille pour jeter des grenades sur l'ennemi et désorganiser les rangs. Mais ça reste quand même un objet utilisé surtout dans la guerre de siège, parce que pour pouvoir jeter des grenades sur l'ennemi, il faut quand même s'exposer. D'où le fait que les grenadiers soient des soldats d'élite, mais on ne va pas non plus gaspiller toutes ses vies pour jeter des grenades, et c'est quand même quelque chose qui est utilisé surtout dans la guerre de siège. Et donc ces grenades, ce sont des sphères métalliques, donc qui font à peu près 8 cm de diamètre, remplies de poudre, qu'on allume avec une mèche et qu'on jette à la main. Donc on a quand même une distance de jet qui est quand même assez réduite. Et pour compenser cet effet, on a des fusils qui sont créés à l'image des obusiers. Les obusiers d'artillerie, donc c'est ces canons qui tirent en tir courbe et qui tirent une munition explosive. Donc ça, c'est un fusil grenadier qu'on peut épauler, qui projette ce genre de munition. Donc on en a une ici qui a explosé, qui nous permet de voir tout le mécanisme. À l'arrière, on voit cet orifice qui est l'orifice d'un tube qui traverse tout le sabot et qui arrive dans la sphère qui contient normalement la poudre explosive. Ce tube contient une poudre propulsive. Donc, on charge la grenade dans le canon. Au départ du coup, la poudre qui est contenue dans le canon propulse la grenade et met le feu à la fusée de la grenade. D'accord. Donc, la grenade, quand elle est propulsée, vole. Et durant ce vol, la fusée se consume. Et quand la flamme arrive dans la sphère qui contient la charge explosive, ça explose. Voilà. Seulement, on imagine bien que tirer une grenade avec cet engin, l'épaule, elle aime pas, ouais. la pôle souffre un peu. Et du coup, on a inventé cet objet, donc, qui est muni à l'extrémité d'une broche en fer, qu'on peut planter dans la terre, voilà, qu'on tient sous le bras et qu'on peut maintenir avec cette poignée pour pouvoir guider, viser. Ouais. Et du coup, tout le recul passe dans la crosse
Et dans la terre. et dans la terre. Ah oui, d'accord. Et c'était fiable comme engin ou... Ah oui, c'est fiable. D'accord. C'est fiable. Ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne. D'accord. Après, ça correspondait peut-être à des modes de combat qui n'étaient pas encore passés dans les mœurs, parce que finalement, cet engin ou les lance-grenades M79 qui sont utilisés par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, c'est C'était les mêmes, quoi. la même chose. Petit changement technologique quand même, Ouais. admettons-le, mais conceptuellement, c'est la même chose. Et là encore, parce qu'évidemment, c'est la question qu'on va me poser en commentaire. Donc je pose la question, est-ce qu'on peut dire que c'est les premiers lance-grenades montés sur des fusils, ou est-ce que, enfin, des crosses de fusils, ou est-ce que c'est... Parce que je sais qu'il existe un modèle expérimental sur arbalète, Oui. qui date du XIIIe siècle de mémoire, moyen-orientale, mais est-ce que là on a une vraie utilisation en dotation sur des champs de bataille un peu larges? Est-ce que c'est le premier lance-grenade ou est-ce qu'on en a des plus anciens? Il y a des plus anciens. Il y a D'accord. des lance-grenades plus anciens, puisqu'il y a des lance-grenades de ce même type qui sont équipés de platines à rouer. D'accord. La première utilisation d'un lance-grenade attestée par des sources, c'est en 1520 au siège d'Arles. D'accord. Donc on Voilà. vient de quitter le Moyen-Âge, tout juste. C'est ça. Chaque fois qu'on se voit, de toute façon, tu me présentes une hache. Donc, c'est la deuxième fois. On a une deuxième hache. Une deuxième hache Qu'est-ce que c'est celle-là qui... qui est pas très éloignée de la précédente finalement. C'est vrai. C'est Ça me vrai. rappelle un peu les haches de Lochaber écossaises avec les grands fers et le Ouais, crochet et derrière. le crochet derrière. Et ça rappelle aussi les bardiches. Oui, exactement. Parce qu'en fait, il semblerait que ce soit un mélange des deux. D'accord. Ah bah évidemment. C'est très léger. Hein. C'est très léger. Ouais. C'est très léger. C'est très léger. Cette arme, elle a une histoire un peu particulière. Dans le traité des armes de Louis de Gaïa, qui est publié en 1678, on l'a décrit comme une hache du régiment de Clérambault. D'accord. Le régiment d'infanterie français, tout ce qui est le plus classique. Et on se demande pourquoi ce régiment, à la fin du XVIIe siècle, a ce type de hache. Et en fait, en faisant des recherches, on se rend compte que le régiment de Clérambault a été en garnison à Dunkerque. D'accord. Dunkerque qui a été cédé aux Anglais à la fin de la guerre franco-espagnole. Et donc, dans la garnison de Dunkerque, il y avait un régiment écossais qui s'appelait le régiment de Newburgh. Et on pense que ce régiment de Newburgh s'était fait faire des haches dans le nord de l'Europe. Parce que ce régiment était élevé avec des membres de la diaspora écossaise dans les centres commerciaux flamands et du nord de l'Europe. D'accord. Et donc on pense que ce régiment s'est fait faire ce type de hache, qui est une hache de Lochaber, avec ce fameux crochet. Mais comme dans le nord de l'Europe, les haches de Lochaber, on ne sait pas ce que Bon, on c'est, trouve pas, ouais. eh ben, on a fait une bardiche et puis on a rajouté petit Un crochet. D'accord. Et donc au-delà de l'histoire de la création de cet objet, ce sont des haches qui sont utilisées dans la défense de la place, dans la défense de la brèche. Parce qu'une fois qu'on a approché à la place, qu'on a réduit le chemin couvert, qu'on a creusé une mine sous le rempart explose, ça crée une brèche, et c'est à ce moment-là qu'on monte à l'assaut de la brèche. On avait parlé la dernière fois, d'ailleurs, avec les Morgenstern que tu nous avais C'est ça. présentés, qui étaient d'une subtilité rare. Et, Tout à fait. Et on retrouve un peu ça, peut-être, là. C'est exactement ça, c'est un moment d'une rare subtilité Ouais. dans le combat de siège, un moment d'une très grande violence. Ce combat, cet assaut, se fait à l'arme blanche, c'est ce que font le plus souvent les mousquetaires. Normalement, on peut le faire au fusil à la baïonnette, mais c'est un peu encombrant. Et finalement, dans ce genre de combat, ce qui est important, c'est de pouvoir atteindre l'autre rapidement et d'assez loin. Et du coup, les fusils et les baïonnettes ne sont pas les armes les plus pratiques. Les armes d'ast le sont plus. C'est pour ça qu'on a des pics à fer carré, qui peuvent être facilement fabriqués par un forgeron, par n'importe quel forgeron. On a des faux de guerre, là aussi c'est de l'armement de circonstance. Et on a ce type de hache qu'on peut retrouver, qui est assez anecdotique, Ouais. qui sont attestés comme armement de brèche. Et on a aussi des fourches. Alors oui, les fourches, là, tu m'en as sorti deux, elles sont incroyables, très légères aussi, hein. On a trop souvent tendance à imaginer les armes comme ça comme étant très lourdes, mais c'est vraiment léger, quoi. C'est tout à fait léger. Et Pour un pique-nique, on a le couteau, la fourchette. le couteau, c'est oui. pratique, quoi. Et puis on a le petit crochet pour ramener le panier. Oui, ça, c'est vachement bien. Et ce type de fourche est aussi illustré dans le traité des armes de Louis de Gaïa de 1678. Et en fait, ces fourches sont à l'origine des outils. Ouais. C'est-à-dire que le sapeur, quand il creuse sa tranchée, donc il creuse la terre, il la remet sur le côté. Mais il la pose pas simplement comme ça, il la met dans un gabion. Un gabion, c'est un panier d'osier sans fond qu'on pose
et qu'on remplit de terre au fur et à mesure D'accord. qu'on avance et qu'on creuse. C'est un peu l'équivalent maintenant des sacs de sable, mais à l'époque on les fait en osier. Et donc pour pouvoir manipuler ces gabions, les poser sans s'exposer, bon, on utilise une fourche du fond de la tranchée. Mais ces fourches, on voit que c'est quand même des choses assez costauds, et ça peut être utilisé comme arme de défense, comme arme de brèche. Et donc là, on a celle-là qui est aussi une fourche de guerre, mais qui est un peu qui a une forme plus différente, quoi, une forme différente. Une forme plus fine, moins fruste, et c'est normal parce que c'est en fait un insigne de fonction. D'accord. Qui est lié à un épisode de guerre de siège, puisqu'en 1691, le régiment Dauphin, la compagnie de grenadiers du régiment Dauphin, part à l'assaut d'un ouvrage avancé lors du siège de la citadelle de Mons. Ils prennent d'assaut cet ouvrage avancé, et dans l'ouvrage avancé, qu'on appelle un ouvrage à cornes, ils saisissent un certain nombre de fourches qui avaient été abandonnées par les Autrichiens. Et du coup, pour commémorer ce coup d'éclat, ce fait d'armes, le roi a autorisé les sergents de la compagnie de grenadiers du régiment Dauphin à porter la fourche, et ils la porteront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et même D'accord, après, oui, pendant des siècles quand même. même après. Après la Révolution, pendant l'Empire, les régiments qui sont les héritiers du régiment Dauphin auront encore la fourche Comme emblème. comme emblème Ah oui, pour les sous-officiers. C'est fou comme un objet comme ça qui semble... Parce que on est parti de l'autre fourche qui était un objet un peu anodin en disant, bah bon, les gars les récupéraient parce que finalement c'était bien pratique pour monter à l'assaut des brèches. Et finalement on arrive sur cet objet-là qui devient un objet de symbole et qui va traverser le temps et en continuant d'avoir cette image de symbole. Ce sont comme ça que se construisent les traditions militaires. J'ai participé à un fait d'armes. Le roi m'a autorisé à porter un symbole, un objet, une arme ou un insigne pour commémorer ce fait d'armes. Et ça va perdurer. Et c'est comme ça qu'il y a des armes, comme les sabres des dragons de Montmorency, qui va être porté de 1776 jusqu'à la première restauration. D'accord. Et sur la lame, même pendant l'Empire, on voit des références à l'Ancien Régime, à la Révolution, à l'Empire, etc., parce que ça fait partie de la culture du régiment. D'accord. Bah, écoute, sauf si tu m'as préparé une surprise. On a fait le tour des petits objets. Ouais, je sais que tu en as déjà sorti, donc voilà, mais on a fait le tour des objets. Merci beaucoup pour ce petit, Je t'en prie. cette petit voyage à travers la guerre de siège. C'était passionnant. On se rend compte que finalement, entre la guerre de siège au XVIIe siècle et la Première Guerre mondiale, on a un petit peu les mêmes esprits de faut essayer d'envoyer des grenades, faut essayer de protéger les gens qui sont un peu plus exposés, donc on va faire des protections plus lourdes, et trouver récupérer du matériel et inventer des choses pour essayer de s'adapter à une guerre qui change, quoi. C'est tout à fait le cas, puisque finalement, la guerre de tranchées de 14-18, c'est une guerre de tranchées qui est comparable à celle qui est menée au XVIIe siècle. Parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas d'objet pour les évoquer, mais dans la guerre de tranchées au XVIIe siècle, on utilise aussi des grenades asphyxiantes. D'accord. On appelle ça des boudins à feu puants. Le nom est déjà très assez poétique. évocateur. C'est-à-dire qu'au moment où on creuse un tunnel sous la fortification pour y mettre de la poudre et le faire exploser, les défenseurs peuvent creuser une contre-sape. Et à ce moment-là, on se bat sous terre et on jette des boudins à feu puants, c'est-à-dire que c'est une espèce de chaussette remplie de poudre noire et de soufre qu'on allume avec une mèche, qu'on jette dans le boyau, et c'est asphyxiant. D'accord. Et donc ça oblige les gens à sortir. On utilise des mines aussi. D'accord. Quand le défenseur doit évacuer le chemin couvert, il laisse des fougasses. Donc c'est pareil, c'est un explosif. Des petits pains. C'est des petits pains, oui. Un peu comme une chaussette remplie de poudre, là encore, qu'on enterre sous le chemin couvert, avec une mèche lente, et qui peuvent exploser 1 ou 2 jours après. Ah oui, c'est une mèche lente, quoi. Une mèche lente. D'accord, ah oui, c'est la mauvaise surprise, ça. C'est ça. Et donc, toutes ces techniques de combat qu'on avait oubliées, presque, depuis la fin de l'Ancien Régime, eh bien, elles ressortent au moment de la Première Guerre mondiale, parce qu'on se retrouve à devoir remener une guerre de tranchées pour lesquelles on n'est pas préparé. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. C'était vraiment un plaisir, toutes ces découvertes encore.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve très rapidement. D'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. La vidéo est désormais terminée. Merci d'avoir suivi cet épisode 5 des Armes Étonnantes. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous n'avez pas peur des housses de couette, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à la sponsor Emma en description. Ladies and gentlemen.